On a aujourd'hui avec nous Guillaume Cabane. Guillaume Cabane, il a bossé chez Apple. Ça fait 19 ans qu'il bosse dans le marketing. Il a lancé des teams growth chez Mention, Drift et Segment. Aujourd'hui, il est growth advisor chez Matt Koudou-Georgias, G2 ou encore Intellimise. Il y a plein d'autres boîtes que j'ai encore pas citées. Il est notamment connu dans le monde de la growth pour avoir lancé un truc qui s'appelle la Reveal Loop. On va en parler de manière un peu plus intéressante juste après, parce qu'évidemment, quand je le dis comme ça semble que c'est plutôt quelque chose Abscon. d'assez sombre. Mais voilà, bref, sans plus attendre, on va commencer à présenter Guillaume Cabane, qui est avec nous aujourd'hui, qui nous a pris le temps de nous accorder cette petite demi-heure. Salut Guillaume. Salut Choubam, ça va? Très très bien, très très bien. Je vois que tu es derrière avec ce petit vent californien. Et je sais que tu es dans le sud de la France en ce moment. C'est l'été. Je vais commencer directement dans le dur parce que pour les gens qui nous regardent, je pense que la plupart connaissent. Mais est-ce que tu peux juste, en plus de ce que j'ai dit déjà, nous présenter un peu ce que toi tu fais dans la growth aujourd'hui de manière plus concrète? Ouais, bien sûr. Je pense que tu as fait un good overview. Ce que je fais, c'est je dirais, différentes facettes de la génération de demande. Euh, pour parler bon français, de la demand generation, depuis presque une vingtaine d'années, ce qui commence un peu à faire peur. Et je fais ça, je dirais, de façon un petit peu différente. J'ai la chance d'être passé j'ai eu des expériences en sécu informatique. J'ai la chance d'avoir été co-founder et d'avoir géré des équipes dev et produits. Et donc, j'ai une compétence, je dirais, technique qui est pas forcément très courante, sans être un dev et tout. J'ai une compétence technique, une compréhension technique qui est pas forcément très courante dans mon domaine marketing, ce qui m'a permis, je pense, de prendre la vague du growth marketing relativement tôt et de pouvoir avoir des devs avec moi au sein des équipes de ManGen pour faire un marketing technologique. Et donc, au fil de mes expériences et aujourd'hui dans l'advisory, j'aide les entreprises à faire, je dirais, du marketing euh, qui fait la concurrence, la compétition sur leur marché via une approche, je dirais, plus ingénieure que normale. Donc voilà, c'est ça que je fais. Hmm. Et si tu prends un peu de recul, ma vision à moi, je dirais la demand engine et tout, et du growth qu'on peut souvent voir comme étant un petit peu, je dirais, agressif ou voilà. Pour moi, c'est vraiment créer de la valeur pour les clients. Essayer de créer une expérience qui est si bonne, si extraordinaire que la conclusion naturelle, c'est la conversion en client payant. Voilà. Hmm. Et pour moi, souvent, et on pourra en parler, trop souvent, on court après la conversion, on court après le KPI de revenu, alors qu'en fait, on devrait courir après l'expérience. Et se dire que si l'expérience est bonne, le reste va suivre. Hmm. Voilà. D'accord. Très bien, et il y a un truc que j'adore et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, à l'époque de Mention, c'est là où on s'était rencontrés, on avait vraiment accroché, c'est que tu Mhm. avais du coup un profil technique initialement, ce qui fait qu'aujourd'hui ça différencie, je dirais, en tout cas c'est ma vision, les gens qui ont, on va dire, une appétence technique assez bonne pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe dans ce marketing technologique, et il y a les gens qui sont un peu Mhm. perdus. Et en fait, aujourd'hui, est-ce que tu aurais des conseils à donner de manière très concrète à des gens, tu vois, qui utilisent aujourd'hui les outils comme Intercom, les outils comme Segment et les outils classiques de Martech, je dirais, mais qui manquent de certaines choses. Et c'est quoi les bases, selon toi, qu'ils devraient acquérir pour pouvoir un peu mieux comprendre ces choses-là? Ouais, ouais, tout à fait. Moi, il faut savoir que j'écris pas une seule ligne de code, hein. Jamais. Par contre, je comprends plus ou moins bien comment les choses fonctionnent au niveau, je dirais, des outils Martech, même de l'Internet en général. Et donc, je pense que la base, c'est de pouvoir faire assembler des briques technologiques ensemble. Voilà. Alors, ça peut être via du no-code un peu à la Zapier, ça peut être via des webhooks. Voilà. Il y a différentes façons, mais il faut savoir assembler des briques qui existent déjà. C'est là que la valeur supplémentaire se crée. Il faut bien comprendre que le marketing, c'est de la compétition, c'est de la concurrence. Un peu comme quand on lance une app ou d'autres choses, voilà. On fait la concurrence avec d'autres marketeurs qui sont sur des produits similaires et qui vont vouloir avoir un coût d'acquisition plus bas que le nôtre, une expérience meilleure. Voilà. Et donc, du coup, moi, souvent, ce que je dis, c'est
je suis pas un marketeur qui suis meilleur que les autres. Je suis pas capable d'écrire un meilleur message qui est plus inspirant. Je suis pas un créatif qui va faire une créa qui est super belle. Je sais pas faire tout ça. Et la plupart des gens d'ailleurs ne savent pas faire tout ça. Heu, donc du coup, comment est-ce que je me différencie? Comment est-ce que je crée une expérience qui est meilleure? Et il faut se dire que si on utilise les mêmes outils, c'est-à-dire si on va utiliser par exemple un Marketo, d'accord? Comme, le concurrent, et des ads sur Facebook et sur Google comme le concurrent, on va pas se différencier. Hein? C'est-à-dire que ça va être quoi là? Et du coup, la différenciation viendra du produit et le produit peut être meilleur. Certes, et ça peut marcher, mais ça veut dire que le marketeur n'a pas contribué au succès. Il n'a fait que de relayer l'existence d'un produit qui était meilleur et donc sa valeur supplémentaire, elle est nulle. Voilà. Donc du coup, il faut arriver à se dire: «Bah, qu'est-ce qu'il peut apporter, ce marketeur?» Et donc ce que moi j'essaie de voir, c'est, bah, comment est-ce que je peux assembler des briques technologiques existantes pour créer une expérience qui est différente? Et donc du coup, je dirais, par définition, je vais éviter les grands ensembles comme Marketo ou d'autres, heu et je vais choisir des outils qui sont à la pointe de la technologie, heu, quitte à devoir travailler un peu plus, faire un peu de réflexion et voir les assembler ensemble. Voilà, donc ce qu'on appelle le best of breed, voilà, le meilleur dans chaque verticale. Donc je vais prendre un petit outil d'email comme Customario qui est bien meilleur à ce qu'il fait exactement. Je vais prendre un petit outil de chat et c'est comme ça que je me retrouve en fait à choisir un tas de tools tech dont certains aujourd'hui sont très connus. Si on regarde Segment, quand moi j'ai commencé à m'en servir, ils étaient moins de 10 personnes. Mais j'ai dit: «Tiens, c'est bien meilleur». Voilà. Pareil pour Customario, pareil pour Drift, hein, je suis le premier client entreprise de Drift, je m'en suis servi chez Segment parce que j'ai vu, je me suis dit: «Tiens, ça c'est exactement un truc qui va me permettre de donner un avantage concurrentiel» et je suis en permanence à la recherche de ces outils qui vont peut-être émerger, qui vont me permettre d'avoir cet avantage concurrentiel pour pouvoir être là en premier et avoir, cette espèce de surfer sur la vague montante avant que ce soit, je dirais utilisé par tout le monde et que l'avantage se réduise. Ouais, très clair et comme tu le dis, c'est un peu la guerre silencieuse des marketeurs où au final, tu as Mmh. en effet ton concurrent qui va aller, traditionnellement aller bet sur ton ad, qui est sur Google et cetera et Mmh. cetera. Ça, c'est très visible, mais après, il y a toute une guerre invisible où en fait, tu vas être à la recherche de la dernière fonctionnalité ou du dernier outil. Est-ce que tu sais à quel moment une boîte devrait commencer? Je sais que toi, tu travailles dans des boîtes qui sont à plus de 50 personnes, ou en tout cas, tu aides ces boîtes minimum 50 Mmh. personnes, B2B, Mmh. mais j'imagine que tu vois plein de types de boîtes. Mmh. Est-ce que tu sais à partir de quel moment une boîte devrait commencer à investir dans son marketing technologique, évidemment après avoir trouvé son produit market fit, mais à partir de C'est quel ça. moment on devrait commencer à mettre Bah, des outils en place, etc., avant que ça soit overkill? j'ai envie de dire relativement tôt et j'ai un bon exemple et alors après ça dépend de l'appétence, je dirais du CEO ou des founders. Mais si je prends l'exemple comme Gorgias, hein, une boîte, à l'origine française qui est maintenant basée à San Francisco, qui a je crois 80 salariés, qui va extrêmement bien, très, très belle croissance, hein, qui a annoncé une levée en novembre dernier, de, 14 000 000, donc très, très belle boîte. Je les ai rejoints quand ils étaient, je crois 15, en tant qu'advisor, il y a, 1 an et demi seulement, et ils avaient déjà la stack marketing moderne. Bon, il se trouve que je connaissais Founder, j'ai déjà fait des recommandations et tout, mais ça leur a donné un avantage compétitif et concurrentiel clair. Parce que leurs data sont super propres. Ils ont du segment, tout est hyper propre. Ils ont une personne, Axel, qui est en ops et qui gère toute la stack. Voilà. Et donc, c'est une boîte qui peut se permettre de faire des choses que peu d'autres boîtes peuvent faire. Si je fais des comparaisons avec d'autres boîtes que j'ai vues, où c'est tout à la mano avec des CSV qui se baladent par-ci, des listes de leads, des trucs et tout prend vachement de temps. Et ils n'arrivent pas à faire des campagnes, ils n'arrivent pas à avancer. Tout est tout est beaucoup plus lent et donc du coup, il y a un coût humain qui en fait très rapidement, de faire les choses à la main qui ne scalent pas, vont dépasser en fait le coût de l'investissement initial que pourrait faire une Ouais, boîte en martech. Et donc j'ai envie de dire assez tôt, hem, mais ce qu'il faut plus que l'outil martech, ce qu'il faut c'est un framework, un état d'esprit, mais une méthodologie en français, une méthodologie d'expérimentation et de test, pour pouvoir aller relativement vite à faible coût, tester une nouvelle stratégie, et décider assez vite si c'est la bonne, ou si c'est la mauvaise. Et c'est ça généralement que moi je vais implémenter dans les boîtes. C'est je leur donne la méthodologie, de test, plus qu'autre chose et les choix technologiques ensuite sont relativement, découlent de ça.
Très clair, ouais. C'est vrai que si tu as pas cette méthodo et souvent on parle de course à l'outil, quand tu vois Mhm. tous les posts et j'en suis, coupable de ça. C'est que, tu Là, vois, je suis le clairement. premier à aller sur l'outil, à aller montrer les outils et à aller Mhm. évangéliser des listes d'outils et si en effet ça fait du bien de voir que tout ce qui est possible. Mais s'il y a pas une base, de mesures, d'expérimentation et de KPI et cetera, ça marche pas et Mhm. donc évidemment, Mhm. c'est ce que toi tu ramènes. Hem, je sais que la base, c'est cette expérimentation, mais est-ce que parce que si tu veux, dans tous les gens qui me suivent, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont le pouvoir de lancer des outils eux-mêmes grâce au no-code, et cetera, qu'avant n'avaient pas. Du coup, il y a toute cette problématique d'acquisition de marketing qui se pose. Ils commencent à se former dessus. Mais est-ce que tu aurais aujourd'hui à me conseiller une espèce de base, un, je veux dire, une stack la plus basique possible pour éviter de faire ces erreurs de noob, des erreurs de base, sans forcément investir beaucoup, mais Ouais, au moins avoir la base. bien sûr. Ouais, et puis je pense qu'aujourd'hui, il faut se voir qu'il y a beaucoup de ces outils qui sont lancés il y a maintenant 6-7 ans, et qui sont passés par la phase. Ils sont lancés au début, c'était pas cher, c'est super chouette. Puis après, ils sont passés Enterprise, c'est devenu inabordable. Et maintenant, qui offrent des plans startup gratuits, je pense notamment à Segment, hein, mes copains de Segment, qui ont un plan startup qui est gratuit pendant 2 ans. Donc, ce qui est quand même très chouette. Et quand on y a accès, on a accès à la gratuité sur une trentaine d'autres outils SaaS que j'adore, ou la gratuité, ou quasi gratuité, sur du HubSpot, sur du Drift, sur du Customer.io. Et donc, il y a un moyen d'avoir pour quasiment rien une stack assez extraordinaire. Donc, clairement, après, ça dépend beaucoup de l'industrie, enfin, de la verticale et tout, mais si je pense au SaaS, notamment tout ce qui est software, clairement, il faut traquer l'usage de behavior. Donc, il faut un segment et ça a juste tellement de valeur qu'il faut passer par la relativement tôt. Euh, si on fait un petit peu de demand gen, il va falloir une base de données de contact. Alors là, par exemple, si on parle en français aujourd'hui, donc je pense au marché français, mais je pense que Drop Contact, mon copain Denis, a fait un boulot extraordinaire avec Drop Contact à un prix qui est tout à fait abordable. Euh, on peut aussi regarder à des outils d'outreach. Encore une fois, si je pense français, là, on peut penser à Lemlist, à Guillaume de Lemlist, qui fait aussi un très bon outil d'outreach. Donc, il y a des trucs qui sont relativement abordables, qui permettent d'aller assez loin. Mais la base pour moi, pour revenir à la base, c'est d'arriver à comprendre qui fait quoi et, et en fait d'arriver à comprendre dans quel problème est-ce qu'on est. Hein. Une fois qu'on a passé les premières étapes de validation du produit et tout, on va comprendre il y a deux grands problèmes. Il y a est-ce que euh, est-ce que personne ne connaît mon outil? Est-ce que mais une fois qu'ils sont arrivés chez moi sur mon site, c'est clair, c'est limpide et l'usage en découle. Et donc du coup, est-ce que j'ai un problème top of funnel de génération d'awareness, hein, de visibilité, d'audience, tout ça, voilà. Ou est-ce que j'ai un problème de conversion dans mon funnel? Et la stack technologique et les choix qu'on va faire vont dépendre de ça. D'accord? Si c'est un problème vraiment top of funnel, on va se focus sur des outils qui peuvent nous aider là-dedans. D'accord? Sur de l'awareness. Si c'est du middle of funnel, voilà, on va se concentrer sur des outils qui peuvent nous aider là-dedans aussi. Voilà. Et les choix vont en découler. Voilà. Mais par exemple, hein, vous prenez, quelqu'un prend un segment gratuit, plus Google Optimize pour faire du A/B test, gratuit. Voilà. Plus un outil de chat et d'engagement sur le site comme Drift pour les startups qui est gratuit aussi, un CRM comme Spot qui va être gratuit, ça coûte rien et on a une stack qui est très bête déjà. Ok, ouais, parfait. J'ai deux dernières questions parce que je sais qu'on s'approche de la fin. Il y en a une qui est très perso. En fait, pour avoir mis pas mal de stacks en place, tu sais, sur mes outils perso ou dans les boîtes dans lesquelles j'ai bossé. Et je voudrais dire merci parce qu'il y a, c'est beaucoup grâce à toi parce qu'il y avait beaucoup de talks à l'époque que tu avais fait et tu avais cette image de passoire que maintenant j'utilise tout le temps, tu vois, où je dis, bah voilà, si vous avez une passoire, il y a plein de trous, bah faut déjà boucher les trous. Et en fait, donc j'ai tous ces outils de mesure, de dashboarding, etc., etc. Maintenant, ce que j'ai souvent du mal à faire, euh, c'est comment maintenir cette stack. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as tout mis en place, les gens l'utilisent, Mhm. etc., etc. Mais vu que tu es toujours à la course du nouveau truc ou de la nouvelle stratégie ou Mhm. du nouveau cycle, comment est-ce que tu t'obliges à ne pas avoir une stack qui dépérit au bout du temps? Parce que c'est ce Mhm. qui m'arrive souvent. Mhm. Mhm. C'est légitime.
Et je pense qu'il y a en deux possibilités. Soit ton projet a explosé et donc du coup, tu as une dette marketing, enfin, ou Martech qui existe, mais tu as une telle croissance que en fait, ton problème a été résolu. C'est-à-dire que tu as atteint, je dirais, ta courbe de croissance voulue et tu n'es plus, tu as dépassé la concurrence, clairement. Exemple Drift, hein, quand j'ai fait les trucs chez Drift et tout, Drift a explosé, voilà. Et donc, du coup, on a pu ensuite faire des choix plus traditionnels. C'est-à-dire que Drift est revenu sur du marketo. Parce qu'une fois que ça a explosé et que tu as atteint vraiment ce truc et que du coup, le harness et tout le reste va très bien, tu peux te permettre de recentraliser, de faire des trucs plus simples parce que tu as aussi des problèmes de scalability, de volume qui sont réels. Voilà. Euh, Soit tu n'es pas encore à ce niveau-là, j'imagine la plupart des gens qui ne sont pas encore atteints cette hyper croissance, et donc tu dois toujours te démarquer. Et là, ça fait partie de ton travail, c'est-à-dire que tout comme tu vas investir dans ton produit de façon récurrente, hein, tu vas pas dire bah, tiens mon produit est bien, j'ai shippé le dernier trimestre, et ben maintenant c'est fini, hop, on plie le bagage, on vire l'équipe ingénieur, hein, et ben c'est la même chose dans l'équipe Marketech, tu dois te forcer à faire un renouvellement et à ne pas te retrouver avec une dette parce que tu n'as pas encore atteint je dirais, cette vélocité, je dirais, folle. Et donc, du coup, tu n'as rien qui te retient. Ou en tout cas, si ça te retient, détruis-le, ça n'a aucune valeur. Tu n'as pas encore réussi, tu n'as pas encore percé. Voilà. Mhm. Et donc, n'hésite pas à faire table rase du passé. Ok, très clair. J'ai une dernière question sur tout ce qui est chat. Donc, Ouais, ouais, tu étais chez Drift pendant un petit moment, donc ouais. tu as une bonne connaissance de ce marché-là. Moi, j'ai une question. Avant, je mettais beaucoup de chatbots, en tout cas de pop-up chat, notamment Intercom à l'époque, puis Drift. Mm, Et mm, aujourd'hui, en 2020, moi, j'ai un peu de mal parce que j'ai l'impression que les gens sont habitués à ce bruit-là. Et ils ne regardent même plus, tu vois, le truc en bas à droite qui pop, sauf si mm, évidemment, ils font cette espèce de reveal loop où ils marquent ton prénom ou le nom de ta boîte. Et là, évidemment, ça fait la différence. T'en penses mm. quoi de ça? Est-ce que tu penses que. T'en penses quoi de cette fonctionnalité de chat? Est-ce que tu penses que tu vois une baisse d'utilisation ou bien au contraire, en fait, c'est juste moi, une vision très biaisée? Mhm, mhm. Je pense que clairement, maintenant, tu as une démocratisation où en fait, tu as Drift et une centaine d'autres acteurs qui font des outils de chat qui sont gratuits, disponibles, voilà, et dont la plupart vont utiliser des fonctionnalités de base et donc qui sont plus, je dirais, utilisés comme une interruption, je dirais, du flow qu'autre chose. On va dire, salut, est-ce que tu veux dropper ton email ici pour qu'on puisse t'envoyer des emails? Bon, forcément, la valeur est faible. Et donc, je reviens à ce que je disais avant sur la valeur perçue. Est-ce qu'on livre de la valeur? Et moi, une des raisons pour lesquelles j'ai utilisé Drift quand j'étais chez Segment, c'est parce que j'ai vu que je pouvais personnaliser le message. C'est pour ça que j'ai utilisé Drift. Et que je pouvais injecter des choses dynamiquement au sein du flow conversationnel. Voilà. Euh, et je ne sais pas si tu as vu le talk que j'ai fait au sujet justement du bot Drift que j'ai fait tourner sur la page de Segment et qui demandait Salut, est-ce que tu veux un café? Mm. Et qui, au final, via différents webbooks avec Sendozo, Postmates et tout, livrait un café au bureau, à ton bureau, en ton nom, dans les 15-20 minutes. Ouais, j'avais regardé D'accord? ça. Un cappuccino, tu vois. Et là, il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, c'est différenciant. C'est différencié, il n'y a pas de doute, personne ne fait ça. Donc, du coup, ça interroge. Donc, du coup, les gens interagissent. Les gens interagissent, je suis un marketeur, j'ai déjà gagné. Moi, mon job, c'est que les gens interagissent avec nous. D'accord. Deuxièmement, si je fais ça, c'est parce que les gens sont qualifiés. Donc, derrière, en back-end, il y a tout ce qui est scoring, IP reveal loop et tout pour savoir c'est quoi la boîte. Est-ce que la boîte est déjà cliente? Est-ce qu'elle a de la valeur? Si elle paye, quelle est la valeur de ça? Le ratio, le ACV et compagnie, on calcule, on dit, ah bah ouais, ça vaut le coup d'investir 15 $ pour avoir une démo. Troisième chose, c'est que bien sûr, il va se passer 15 minutes. Pendant ce temps-là, ben, je vais avoir un humain qui va jump in dans la conversation, qui va rentrer, qui va dire bah, tiens, est-ce que Shubham, est-ce que tu veux une démo? Shubham, réciprocité, il a un café qui l'attend, il ne peut pas dire non. Voilà. Et donc, du coup, il prend la démo. 15 $ pour une démo, best CAC ever. Best CAC ever. Voilà. Et donc, du coup, l'expérience est bonne, différenciante, amusante, voilà, et qualifiée. Je sais à qui je parle, je sais pourquoi je le fais. C'est très différent. Et donc, du coup, toujours, et c'est là, parce que c'est quand on parle ce que tu disais en préambule là-dessus, c'était ce qu'on appelle le reversion to the mean, la réversion vers la médiane. C'est-à-dire qu'une expérience nouvelle en marketing comme un chat, tout comme un nouvel ad format, va avoir une période, je dirais, de plus fort
taux de conversion, parce que c'est nouveau, c'est différent, ça pop aux yeux, c'est quoi ce truc, voilà. Et puis, quand ça démocratise, il y a une réversion vers la moyenne. Et du coup, les gens disent, oh, bon, ok, j'ignore. Un peu comme les models de quand tu cliques, quand tu zoomes, tu as ta souris qui sort en dehors et tu dis, ah, reste là. Bon, ça, c'est un peu disparu. Et donc, du coup, il y a deux aspects. Il faut se dire, je dois être le premier à utiliser. Voilà, c'est ce que je fais. Donc, je vais être premier. Je l'exploite à fond tant que je suis dans les 10% premiers. Ensuite, quand ça commence à se démocratiser, je me différencie. Donc, il y a une constante fuite en avant qu'il faut faire. Et moi, j'essaye justement, je stresse le marché et j'essaye de pousser justement pour forcer les autres à réagir. Comme ça, je suis toujours sur l'attaque, si tu veux. Je suis toujours en train de se stresser pour que les gens soient en mode réaction. Euh, et je veux pas, moi, être en réaction. Il y a cette superbe infographie qu'on pourra lier, je pense, dans les commentaires, d'un artiste, data scientist espagnol, qui avait fait cette infographie justement sur les leaders de pensée comme étant des météorites et du coup qui ont une espèce de gravité qui attire derrière. Et en fait, tu as vraiment des gens qui en fait, ça, ils partent comme ça en stratosphérique et derrière, tu as les suiveurs. J'essaie d'être la météorite. J'essaie d'être Hmm. ça et de dire comme ça, c'est pas moi qui suis, ce sont les autres qui suivent. Voilà. Hmm. Et c'est toujours donc c'est comme ça que ça marche. Et donc, c'est vrai pour Drift et le chat, mais c'est une vérité qui transcende vraiment l'ensemble du marketing. On a le choix d'être un leader ou d'être un suiveur et on sait où vont les conversions. Les conversions vont vers les expériences de leader qui fonctionnent. Très, très clair. Putain, ouais. J'adore. Je connais pas l'infographie, mais je vais la linker. Parce que c'est vrai que tu as les gens qui vont trouver le truc, qui vont trouver le moyen. Et puis derrière, sur les 3 prochaines années, tu as tout le monde qui va essayer de faire pareil. Donc, trop Mhm, cool. Il est 31. exactement. J'ai pas envie de prendre plus de temps. Tu as peut-être un autre call derrière, donc je vais pas trop.